bonsoir à toutes, bonsoir à tous. En cette belle après-midi de printemps, nous avons la joie d'avoir avec nous Élise Huillery pour cette nouvelle séance du cycle Agir pour l'éducation. Élise va nous parler, comme Abhijit l'avait fait la dernière fois, encore des années critiques de l'adolescence, de la jeune adolescence, les années collège, dont on a beaucoup entendu parler, beaucoup parlé en France ces derniers mois et semaines. Et en particulier, de la même manière qu'Abhijit, un autre aspect de ce qu'on pourrait appeler, disons, la métacognition, c'est-à-dire les capacités, non pas comment enseigner des contenus, mais comment enseigner à apprendre, comment les enfants, comment les élèves peuvent découvrir quelles sont les meilleures stratégies, quels sont les meilleurs comportements qu'ils peuvent avoir à la fois à l'école et dans la vie pour s'emparer du réel autour d'eux. Donc là où Abhijit avait parlé d'esprit critique, Élise va parler de comportement et de contrôle de soi à partir de certains de ses travaux et certains travaux d'autres chercheurs. Élise est professeure à Dauphine, un chercheur affilié à JPAL depuis longtemps et travaille à la fois dans les pays les plus pauvres, dans le monde entier, elle fait beaucoup de travail dans différents pays d'Afrique et depuis plusieurs années de manière très intense en France. Merci. Merci beaucoup. Bonjour à toutes et à tous et merci beaucoup à Esther pour... Oui, alors du coup, si je m'éloigne, ça marche. Je n'étais pas sûre. Donc, merci beaucoup Esther pour l'invitation. Je suis très heureuse de pouvoir faire cette lecture aujourd'hui. Donc, c'est... effectivement, alors ça ne défile pas, voilà. Donc ce que je voulais vous présenter concerne ce qu'on appelle les compétences sociales et comportementales au sens large. Et donc ici, par exemple, dans le titre, je vous montre trois termes, trois comportements qui se rattachent à ces compétences sociales et comportementales. La confiance, à la fois en soi et en les autres, la coopération et l'autonomie des élèves. Et donc ce que je vais essayer de vous montrer à travers les travaux de recherche qui se sont beaucoup développés depuis une dizaine d'années, c'est l'importance de ces compétences sociales et comportementales dans la réussite scolaire, mais pas seulement, on va voir aussi l'importance qu'elles ont au-delà de la réussite scolaire, et comment est-ce qu'on peut développer ces compétences sociales et comportementales, qui est en fait un champ de recherche très actif, à la fois en France, mais aussi dans plein d'autres pays. Alors, on va d'abord définir ce que sont les compétences sociales et comportementales, et ensuite, je vous montrerai, et là, ça va vraiment exclusivement concerner la France, à quel point est-ce que les élèves français manquent de ces compétences sociales et comportementales de manière très singulière par rapport aux autres pays de l'OCDE. Et puis donc, une fois qu'on aura défini et dit quel était le déficit français dans ces compétences sociales et comportementales, je vous montrerai les effets, donc ce qu'on appelle le triple dividende, c'est-à-dire des effets de ces compétences à la fois sur la réussite scolaire, sur l'insertion professionnelle et aussi d'autres bénéfices publics que je vais vous présenter rapidement, puisqu'on a quelques travaux, ils sont très rares, notamment un travail sur lequel je reviendrai en détail, bien sûr, pour montrer les bénéfices au-delà des bénéfices privés pour l'individu en termes d'éducation et d'insertion professionnelle. Et puis enfin, on conclura en essayant de discuter quelques recommandations pour l'école, de manière à ce qu'elle développe davantage les compétences sociales et comportementales. Alors, de quoi est-ce qu'on parle? On parle à la fois du rapport à soi et du rapport aux autres. Donc la dimension comportementale des compétences sociales et comportementales, c'est la qualité de rapport à soi. Et donc, dans cette catégorie qui est large, on va faire entrer essentiellement ce qu'on appelle l'optimisme par rapport à soi-même, c'est-à-dire la confiance en soi, l'auto-efficacité, c'est-à-dire le sentiment d'être capable de réussir des tâches. On va avoir l'état d'esprit de développement. L'état d'esprit de développement, c'est un état d'esprit qui se caractérise par le fait que vous pensez pouvoir progresser. Si aujourd'hui vous n'êtes pas en réussite, vous avez confiance dans le fait que vous allez pouvoir développer cette réussite et non pas que vous êtes nul de manière intrinsèque ou comme un état. Donc ça, c'est un comportement qu'on appelle l'état d'esprit de développement. Le locus de contrôle, ça veut dire, s'il est interne, ça veut dire que vous pensez que ce qui vous arrive dépend
surtout de paramètres que vous maîtrisez, alors que s'il est externe, vous pensez que ce qui vous arrive dépend surtout de facteurs extérieurs que vous ne contrôlez pas. Et ce locus de contrôle, à nouveau, il a un lien avec les chances perçues de sa réussite, puisque si on pense que ce qui nous arrive dépend de facteurs qu'on ne contrôle pas, on ne peut pas y faire grand-chose, alors que si on pense que ce qui nous arrive dépend de facteurs internes sur lesquels on peut agir, comme son travail, des stratégies d'apprentissage, etc., dans ce cas-là, on a le sentiment qu'on peut progresser. Le contrôle de soi est également dans ses compétences comportementales. Donc le contrôle de soi, c'est la capacité à réfréner un plaisir immédiat pour un bénéfice futur plus important, ou encore l'autodiscipline, qui est une notion proche du contrôle de soi, qui veut dire qu'on est capable effectivement de se discipliner, de s'imposer des efforts, quitte à renoncer à des plaisirs immédiats, mais dans un but futur qu'on a bien en tête. Et puis, en parallèle de ces compétences comportementales, il y a les compétences sociales. Et donc là, c'est la qualité du rapport aux autres qui passe par notamment, évidemment, la coopération, la capacité à coopérer avec d'autres, donc à s'organiser ensemble pour réaliser une tâche, l'empathie, le fait d'être capable de prendre en considération le point de vue des autres et puis aussi les effets de son propre comportement sur les autres, le respect, la tolérance, le sentiment d'appartenance, c'est aussi quelque chose d'important. Le sentiment d'appartenance, c'est le sentiment de faire partie d'une équipe, c'est-à-dire que c'est le sentiment de faire partie d'un groupe, d'être soutenu par ce groupe et soi-même de contribuer, d'être en phase avec les valeurs et de contribuer à la réussite de ce groupe. Alors, pourquoi est-ce que... là, j'ai défini ces compétences un petit peu en détail. Il y a des terminologies très dispersées. Et en fait, vous avez peut-être sûrement entendu parler des compétences sociales et comportementales, mais sous d'autres termes. Par exemple, on parle des soft skills. On parle aussi des compétences non cognitives par opposition aux compétences cognitives. Ce qui est une mauvaise façon de décrire ces compétences, parce qu'en réalité, non cognitive, ça voudrait dire que ça ne se passe pas dans le cerveau, alors qu'en fait, évidemment que la coopération, l'empathie, la confiance en soi, ça se passe dans le cerveau. Donc, on a tendance à parler de compétences non cognitives à tort, mais c'est juste pour peut-être faire le lien avec des notions que vous auriez pu voir ailleurs. Soft skills, donc on dit les compétences douces, bon, elles sont par opposition à des hard skills qui seraient l'intelligence pure, l'intelligence fluide. Ça, c'est une autre façon de les désigner. Ou alors, on parle aussi de compétences socio-émotionnelles. En tout cas, on parle de ces compétences-là en rapport ou par opposition à ce qu'on appelle l'intelligence fluide, la vitesse de traitement de l'information, la mémoire. Donc ce sont des compétences strictement intellectuelles et on a donc ce bloc de compétences sociales et comportementales qui justement complètent, et on va voir quel est leur rôle important dans les apprentissages, ces compétences intellectuelles. Alors, pour vous donner une idée de comment on mesure, et après, évidemment, j'utiliserai ces mesures pour vous montrer les statistiques et donc le niveau des élèves par rapport à ces compétences. Alors, on va essentiellement mesurer ces compétences à travers des questionnaires qui sont remplis par les élèves à différents âges. On peut avoir des compétences sociales et comportementales mesurées chez les petits, vers 6-7 ans, on peut commencer à mesurer la confiance en soi, l'état d'esprit de développement. C'est en général moins fiable que chez des adolescents où ils sont davantage capables de répondre à des questions, mais on va poser des questions du type, donc, par exemple pour l'estime de soi. Alors, il y a tout un tas de mesures qui existent. Je donne un exemple, par exemple, qui est issu de l'échelle de Harter. Harter étant Suzanne Harter, une chercheure en psychologie sociale. Elle demande, parmi d'autres items, on demande aux jeunes, certains jeunes apprécient ce qu'ils sont, d'autres jeunes souhaiteraient être quelqu'un d'autre, et toi, à qui tu ressembles? Donc on leur demande s'ils ressemblent plutôt aux jeunes qui apprécient ce qu'ils sont, ou s'ils ressemblent plutôt aux jeunes qui aimeraient être quelqu'un d'autre. Et puis, s'ils se situent parmi ceux qui pensent qu'ils apprécient ce qu'ils sont, ben on va leur mettre un indice d'estime de soi plus élevé, et inversement, s'ils aimeraient être quelqu'un d'autre, ils vont avoir une estime de soi plus faible. Et on va poser de nombreuses questions de ce type pour faire un indice ensuite qui donne un score en fait, d'estime de soi. Et on peut mesurer l'estime de soi par rapport à sa valeur, comme ici, c'est la valeur globale. On peut mesurer l'estime de soi sur son comportement scolaire, sur sa compétence scolaire, sur plein de dimensions de la vie. Pour le sentiment d'efficacité personnelle, donc il y a une notion qui a été développée par
un chercheur en psychologie également qui s'appelle Albert Bandura. On va demander des questions du type « Je sens que je peux gérer plusieurs choses à la fois. Est-ce que tu es pas du tout d'accord, un peu d'accord, d'accord ou tout à fait d'accord ?» Et le fait de se sentir capable de gérer plusieurs choses à la fois, effectivement, c'est un sentiment d'avoir une certaine efficacité. On va poser plein de questions de ce type, à nouveau, sur le sentiment d'être capable de réaliser des tâches. Et on va avoir un score plus élevé si les élèves répondent qu'ils sont tout à fait d'accord ou plus d'accord avec ce type d'item. Le locus de contrôle, un exemple de question qu'on pose, c'est par exemple « Sans une bonne part de chance, personne ne peut accéder à des responsabilités ». Et donc on demande à nouveau aux élèves s'ils sont d'accord, enfin aux adultes, aux enfants, s'ils sont plus ou moins d'accord. Et donc s'ils répondent qu'ils sont tout à fait d'accord avec ce genre d'item, sans une bonne part de chance, personne ne peut accéder à la responsabilité, on va leur attribuer un locus de contrôle plus externe, puisque en fait là ça veut dire qu'ils attribuent au fait d'avoir des responsabilités un facteur externe qui est la chance. Alors qu'on va avoir des items du type mes efforts favorisent ma réussite. Là, ça va être un locus de contrôle interne. Donc, on va avoir, encore une fois, tout un tas de questions qui permettent de construire des scores. Alors, l'état d'esprit de développement, ça, j'y reviendrai pas mal dans la suite, parce qu'on a mené une étude intéressante sur l'état d'esprit de développement. Donc, c'est important que je dise comment est-ce qu'on le mesure. On va le mesurer par une notion assez simple qui est « Est-ce que l'intelligence est fixe ? Ou est-ce que l'intelligence est quelque chose que je peux faire évoluer? Si je pense que l'intelligence est quelque chose de fixe, j'ai un état d'esprit fixiste, c'est-à-dire que j'ai le sentiment que, quoi qu'il arrive, quel que soit le travail que je fournis, les entraînements que je peux faire, mon niveau d'intelligence ne progresse pas et c'est quelque chose de donné dès le départ par ma naissance, ma génétique ou des facteurs sociaux mais sur lesquels je ne peux pas influer. Et inversement, un état d'esprit de développement, donc par opposition, c'est un état d'esprit où on pense qu'on peut changer son niveau d'intelligence, que l'intelligence est comme un muscle, ça progresse en s'entraînant, on va connecter des neurones en s'entraînant et donc on va développer son intelligence et donc ça c'est l'état d'esprit de développement. Donc c'est vraiment en rapport avec la plasticité cérébrale finalement qu'on définit l'état d'esprit de développement. Le sentiment d'appartenance, donc à nouveau tout un tas de questions du type « je me sens comme un étranger à l'école ». Donc là, si l'élève est très d'accord avec cette phrase, il n'a pas un sentiment d'appartenance très élevé. Inversement, il y a d'autres items du type j'aime mon école. J'aime mon école, c'est un item qui est scoré sur un sentiment d'appartenance plus élevé. Et puis, je mentionne également qu'en dehors de ces questions, donc, qui sont des questionnaires avec beaucoup d'items pour essayer de faire des indices synthétiques qui agrègent les réponses des élèves à ces différentes questions, il y a aussi des jeux, des tâches comportementales qui ont été développées pour mesurer des choses, par exemple, comme la confiance ou la coopération. Globalement, sans rentrer dans les détails, on va faire jouer deux élèves, par exemple, alors, les élèves, on ne va pas les faire jouer à un jeu d'argent, mais ça s'est développé surtout chez les adultes où on va les mettre en situation il y a un individu A, un individu B, et on va demander à l'individu A de donner une certaine somme d'argent à l'individu B. Et si on donne plus d'argent, enfin, la quantité qui va être donnée à l'individu B va être doublée, et l'individu B va pouvoir rendre de l'argent à l'individu A. Et donc, en fait, si l'individu A a confiance dans l'individu B, il va lui donner tout, parce que ça sera doublé, et il aura confiance que la personne va lui rendre une plus grosse partie, enfin une partie de l'argent, et comme ils auront doublé leur gain à eux deux, ils auront tous les deux plus d'argent. Et donc là, on voit bien que plus l'individu A donne à l'individu B, plus il a confiance dans l'individu B. Inversement, s'il garde tout pour lui dès le départ et qu'il lui donne 0, bon bah lui il a 100, l'autre il a 0, et ça signifie qu'il n'avait pas confiance dans l'individu B, dans sa capacité à lui rendre de l'argent. Donc c'est ce genre de jeu, et donc là on met vraiment les gens en situation pour voir vraiment comment ils se comportent, et on estime qu'effectivement c'est un petit peu plus fiable que les réponses qu'on peut donner à des questionnaires. Donc on fait un mixte en fait entre des questionnaires et puis des tâches de ce type pour essayer d'évaluer chez les individus, quel que soit leur âge, leurs compétences sociales et comportementales. Alors, où on en est au niveau français dans ces compétences ? Pour l'état d'esprit de développement, par exemple, qui a été mesuré dans PISA 2018, donc PISA c'est cette grande enquête internationale qui est faite en 2018, c'était dans 89 pays, à l'âge de 15 ans, et dans PISA, on voit que la France, donc, qui est signalée ici par la barre plus foncée,
Par rapport à la moyenne des pays de l'OCDE, qui est le niveau 0 ici, donc tout a été normalisé pour que la moyenne des pays soit à 0. Vous voyez que la France a une barre qui est négative, donc ça veut dire que l'état d'esprit de développement en France est inférieur à la moyenne des pays de l'OCDE. Alors, ce n'est pas la situation la plus catastrophique. Hein. La Pologne a le niveau d'état d'esprit de développement le plus bas de tous les pays de l'OCDE. La Grèce, le Mexique, les Pays-Bas ont aussi un niveau inférieur à la France. Mais effectivement, on est quand même plutôt dans le bas avec beaucoup de pays qui sont au-dessus de la moyenne. Donc voilà, l'état d'esprit de développement en France est plutôt en dessous de la moyenne assez nettement. Ici, on a représenté, donc ça c'est avec Yann Algan et Corinne Prost, on a fait à partir des données de PISA 2012, on a dressé un tableau plus complet des compétences sociales et comportementales. Dans le premier indice, alors comment le lire? À nouveau, 0, c'est l'OCDE, c'est la moyenne. La barre noire, c'est la France. Le bleu foncé, c'est l'Allemagne. Le bleu moyen, les États-Unis, et le bleu plus clair, les pays du Nord. Donc on a pris des pays comme point de comparaison, et puis le 0 qui est la moyenne de tous les pays. Et donc sur le premier indice, ce que l'on voit, c'est que l'indice d'anxiété, alors l'anxiété, c'est une façon négative de représenter la confiance en soi. C'est-à-dire qu'on est anxieux quand on a peur de ne pas y arriver, quand on a peur d'échouer. Donc c'est pas exactement la confiance en soi, ce n'est pas exactement l'inverse de la confiance en soi, mais ça s'en rapproche assez fortement. Et donc on voit que l'anxiété en France est au-dessus de la moyenne des pays de l'OCDE et surtout au-dessus de la moyenne de l'Allemagne, des pays du Nord, des États-Unis. Il y a quelque chose d'un petit peu anormal dans l'anxiété des élèves français. Le deuxième indice qu'on représente ici, c'est la perception de ses compétences, c'est-à-dire le sentiment de compétence en mathématiques. On demande aux élèves des questions qui montrent donc ce score est plus élevé si les élèves se sentent plus compétents. Et là, on voit que les élèves français sont en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE. Alors vous pourriez me dire, oui, mais en vrai, ils sont en dessous. Donc ça se trouve, ils sont rationnels, ils ont conscience d'être en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE. En fait, non. Dans les tests PISA, et ça a toujours été le cas depuis le début des tests PISA, les élèves sont à peu près à la moyenne des pays de l'OCDE. Et on est parti un peu au-dessus de la moyenne pour reprendre l'historique de PISA. En 2000-2003, on était légèrement au-dessus de la moyenne en mathématiques comme en français. Ensuite, on a eu pendant beaucoup d'années, jusqu'en 2018, un score exactement à la moyenne. Et puis là, le dernier PISA 2022, on est descendu un peu en dessous de la moyenne parce qu'on a plus chuté que les autres pays après le Covid. Ce qui d'ailleurs est étonnant puisqu'on a eu moins de fermetures d'écoles, donc j'en profite pour le dire en passant. Mais on est quand même encore très proche de la moyenne. En fait, tout ça pour dire que du coup, c'est anormal que les élèves français se sentent moins compétents en moyenne que la moyenne de l'OCDE, alors qu'ils ne le sont pas moins. D'accord ? Donc il y a à nouveau un problème de perception de ces compétences. Enfin, il y a un problème. Le troisième indice qu'on représente ici, c'est la persévérance. Alors la persévérance, je ne l'ai pas mentionné dans les compétences comportementales, mais c'est très important et c'est très rattaché justement à l'état d'esprit de développement, à la confiance en soi, c'est-à-dire qu'on persévère quand on pense qu'on va y arriver et qu'il faut répéter pour y arriver. Or, les élèves français, ils lâchent davantage l'affaire. Quand ils n'y arrivent pas, ils ne persévèrent pas. Et c'est en lien avec cet état d'esprit de développement qui est moins élevé, ce sentiment de compétence qui est moins élevé, ce qui fait que quand on échoue, en fait, on n'a pas l'impression qu'on va pouvoir s'améliorer et progresser, donc on abandonne plus rapidement. Et là, on voit très nettement un déficit de persévérance. On voit également un déficit d'ouverture à la résolution de problèmes. Donc cette ouverture à la résolution de problèmes, c'est un comportement qui est mesuré dans PISA par rapport à des tâches qui sont un peu nouvelles, par rapport à un exercice nouveau. Le PISA mesure si les élèves sont ouverts au fait de s'y attaquer, d'essayer. En fait, ont plaisir quelque part à résoudre des problèmes qu'ils ne savent pas forcément résoudre. Et on voit que les élèves français ont moins plaisir qu'ailleurs à découvrir des problèmes et à essayer de les résoudre.
Et puis le dernier indice qu'on mesure ici, c'est le locus de contrôle. Donc j'ai expliqué, interne, c'est quand on pense que ce qui agit sur notre réussite vient plutôt de nous, externe vient plutôt de l'extérieur. Et là, on voit que les élèves français ont un locus de contrôle beaucoup plus externe que la moyenne, beaucoup moins interne que la moyenne, et ce qui veut dire qu'ils ont la perception que ce qui favorise leur réussite est essentiellement, enfin plus souvent qu'ailleurs, lié à des facteurs extérieurs qu'ils ne contrôlent pas. Donc là, on a une image de la psychologie des élèves français qui n'est pas très réjouissante, hein, mais j'espère qu'après je vous redonnerai confiance, enfin en tout cas de l'optimisme par la suite de la présentation, mais on a un vrai problème dans la psychologie des élèves français, puisque tous ces facteurs-là, tous les facteurs que j'ai présentés, le manque de confiance en soi, le manque de persévérance, l'impression que ce qui nous arrive dépend plus de l'extérieur, plus de facteurs extérieurs, plus d'anxiété, moins d'ouverture à la résolution des problèmes, enfin voilà, tout ça, c'est pas du tout positif. Et alors, pour ce qui est des compétences sociales, on va dire c'est encore pire. On a le niveau de coopération qui est le plus faible de tous les pays de l'OCDE. Donc là, au moins, c'est clair et net. Les Français, les élèves français souffrent souffrent. On ne sait pas s'ils en souffrent en termes de bien-être, mais en tout cas, voilà, ils ont ce niveau de coopération le plus faible de tous les pays. Un sentiment d'appartenance également qui est plutôt négatif. Alors là, on peut enfin avoir l'impression qu'on n'est pas les pires. Les États-Unis ont un sentiment d'appartenance qui n'est pas non plus très élevé par rapport à l'Allemagne, par exemple, ou aux pays du Nord, où là, le sentiment d'appartenance à l'école est plus élevé. Et puis, relié au manque d'attitude vis-à-vis de la coopération, PISA donne également des exercices à traiter collaborativement aux élèves. Et là, le score de résolution collaborative est à nouveau inférieur à la moyenne. On retrouve ces... Non, c'est pas ça que je voulais montrer. Oui, on retrouve... Bon, je vais pas détailler, puisque je pense qu'en plus, vous en avez assez de toutes ces nouvelles un peu négatives sur les élèves français. En tout cas, on retrouve ces résultats en 2018, essentiellement. Et une dernière chose que je voulais dire quand même par rapport à ce déficit en compétences sociales et comportementales, c'est que il y a un facteur d'inégalité sociale dans ce déficit que je ne peux pas ne pas mentionner. Donc ici, là, je reprends des résultats qu'on a obtenus avec Nina Guyon dans une étude sur le sentiment de compétence, sur l'estime de soi scolaire. Donc on mesure chez des élèves, à travers les questions que je vous ai mentionnées tout à l'heure, leur perception de leurs compétences scolaires. Et on regarde par niveau scolaire. Donc ici, on a fait un vrai test de maths pour savoir déjà quel était le vrai niveau des élèves. Et on voit que le sentiment de compétence, il croît avec le niveau au test. Tout va bien, c'est logique. Les élèves qui réussissent mieux au test de maths ont un sentiment de compétence plus élevé en maths. La barre rouge, elle correspond à la moyenne pour des élèves d'origine sociale favorisée et la barre bleue pour des élèves d'origine sociale défavorisée. Et ce que l'on observe à tous les niveaux, même chez les forts, enfin à tous les niveaux, c'est que systématiquement, alors qu'ils réussissent de la même manière au test, les élèves défavorisés se perçoivent comme moins bons que les élèves favorisés. Donc on a un déficit chez les élèves français en général, mais on a aussi un déficit plus prononcé chez les élèves qui sont d'origine sociale défavorisée à niveau égal. D'accord ? Et d'ailleurs, c'est vrai aussi chez les filles qui ont des perceptions de leurs compétences plus faibles que les garçons à niveau égal. Donc il y a évidemment ces inégalités qui s'insèrent, qui s'imbriquent dans ce déficit global. Je vais passer ce résultat. Alors, maintenant, on pourrait ne pas s'inquiéter de ces statistiques s'il tentait que l'estime de soi, l'optimisme, l'état d'esprit de développement, la coopération, tout ça n'avait pas d'effet sur les performances scolaires
sur tout autre indicateur. D'accord, ça pourrait être, on dit, les Français sont pessimistes, c'est un peu un trait culturel, bon, c'est pas grave, d'accord, enfin, ça pourrait ne pas être grave, en fait, s'il n'avait pas de conséquences. Donc, en fait, ce à quoi s'intéressent les chercheurs, c'est évidemment les effets en tant que tels de ces compétences, toutes choses égales par ailleurs, sur les trajectoires scolaires, quand on s'intéresse à l'éducation, mais aussi professionnelle, etc. Et donc, c'est maintenant un peu la synthèse de certains travaux sur ces effets que je vais vous présenter. Alors, on a maintenant un assez grand nombre de papiers qui montrent que développer l'état d'esprit de développement chez les élèves est un facteur de réussite scolaire. Donc, on a des travaux qui sont issus de papiers assez récents, 2018, 2019, 2019, et puis un travail sur lequel je vais plus revenir qu'on a fait en France et qui est en train d'être publié actuellement. Donc, je reviens sur le travail, le premier de 2019 en Norvège. Ce qu'ils ont fait en Norvège, c'est qu'ils ont pris des classes d'élèves de seconde, et dans ces classes d'élèves de seconde, ils ont proposé 3 séances de 45 minutes chacune sur la plasticité du cerveau. Donc, chaque enfant de seconde était dans une salle informatique avec un ordinateur et faisait 3 fois 45 minutes des activités et recevait des informations sur la plasticité cérébrale. Et cette intervention, donc, elle a été randomisée. Donc, certaines classes tirées au sort ont eu accès à ces séances et d'autres classes tirées au sort n'ont pas eu accès à ces séances. Et les chercheurs ont regardé l'effet sur un test d'algèbre lié à l'effort juste après la 3e séance. Ce qu'ils ont constaté, c'est un effet positif de ces interventions sur la réussite au test d'algèbre juste après. Donc, ça donnait une première indication. C'est un effet à très court terme et c'est un effet juste sur l'algèbre et juste sur un test qui n'était pas un test scolaire, je veux dire un test donné par le professeur, mais un test fait par les chercheurs. Donc ça avait une portée un peu limitée encore, mais au moins ça suggérait qu'à très court terme, en tout cas, avoir la notion que le cerveau est quelque chose qui peut se développer, que ce n'est pas fixe, l'intelligence n'est pas fixe, ça les a fait mieux réussir au test qui venait juste après. Ensuite, il y a eu deux autres papiers qui, sur des beaucoup plus grands échantillons, ont permis d'enfoncer, on va dire, le clou, en tout cas d'aller dans le même sens, mais en donnant des preuves plus robustes. Donc le papier de Yeager aux États-Unis sur un très grand échantillon représentatif de plusieurs dizaines de milliers d'élèves, enfin sur 20 000 élèves environ, ils ont montré qu'une seule séance de 45 minutes sur l'état d'esprit de développement et la plasticité cérébrale a permis d'augmenter les notes. Donc là, cette fois, c'est plus juste un test fait par les chercheurs, c'est vraiment les notes que les élèves reçoivent toute l'année après l'intervention, et a permis de baisser le pourcentage d'élèves qui obtenaient des notes éliminatoires, donc qui étaient obligés de redoubler. Et ils ont pu mesurer cet effet sur l'ensemble de l'année scolaire qui a suivi cette séance sur la plasticité cérébrale. Shule Alan, qui est une chercheure du JPAL également, a montré qu'en formant les enseignants cette fois à l'état d'esprit de développement pour des élèves qui sont des élèves de CM1, les enseignants étaient formés eux-mêmes et ensuite refaisaient en classe des séances sur l'état d'esprit de développement avec leurs élèves et sur la persévérance et l'idée que en travaillant, en réessayant, en se réentraînant, on peut progresser. Et elle a trouvé un effet positif sur les apprentissages qu'elle a pu mesurer jusqu'à 2 ans et demi après l'intervention. Donc là, on a des effets de plus long terme qui, évidemment, renforcent beaucoup la validité des premiers résultats qui étaient à très très court terme. Et puis, nous avons nous-mêmes mené, donc, avec une équipe de chercheurs en France, une expérimentation d'un programme qui s'appelle Énergie Jeune et qui est un programme sur lequel je vais vous présenter quand même quelques éléments puisque c'est dans le contexte français et donc ça peut vous donner l'idée que justement ça marche même en France où les élèves ont cet état d'esprit particulièrement défavorable. Alors, qu'est-ce que fait le programme Énergie Jeune ? L'objectif du programme, c'est de lutter contre le décrochage scolaire. Et leur hypothèse, c'est que les élèves se découragent et se démotivent parce qu'ils ont l'impression de ne pas être capables d'apprendre et de réussir. Donc, l'association a vraiment
travailler sur un programme qui arrive à déconstruire cette idée fixiste du niveau scolaire et de l'intelligence. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont développé 12 séances qui se passent de la 6e à la 3e, 3 fois par an. Et c'est des séances d'1 heure, enfin 55 minutes dans des heures de vie de classe, qui sont animées par des bénévoles de l'association Énergie Jeune. Donc ce sont des gens extérieurs à l'éducation nationale qui viennent dans les classes par deux, faire ces séances, animer ces séances. Et les deux notions sur lesquelles vraiment le travaille beaucoup, c'est état d'esprit de développement, donc l'idée que l'intelligence n'est pas fixe, mais qu'elle est comme un muscle et elle se développe quand on s'entraîne, quand on utilise les bonnes stratégies. Et puis, l'idée que les facteurs de réussite, certes, il y a des facteurs externes, mais que les facteurs internes sont également importants, et donc de remobiliser un peu le sentiment que les élèves maîtrisent, dans une certaine mesure en tout cas, ce qui leur arrive. Et ce programme, il a été mis en place dans des collèges REP et REP+, donc éducation prioritaire renforcée, pour justement cibler les élèves qui en ont le plus besoin, c'est-à-dire les élèves qui sont d'origine sociale défavorisée et chez qui on a justement cette documentation que leur état d'esprit de développement est encore moins développé. Donc on a pris 97 collèges répartis dans 7 académies, donc éducation prioritaire. On a observé 2 cohortes de 6e, ceux qui rentraient en 6e en 2014, ceux qui rentraient en 6e en 2015, donc aujourd'hui ils sont grands, hein, ces élèves. Et puis on a tiré au sort dans chaque collège une cohorte. Une des 2 cohortes allait bénéficier du programme de la 6e à la 3e, et l'autre cohorte allait ne pas bénéficier du programme, c'est-à-dire avoir tout ce qu'ils ont par ailleurs, mais pas ce programme Énergie Jeune. Et donc au total, ça nous a donné 23 000 élèves qu'on a suivis de la 6e à la 3e, et on a pu suivre, grâce au registre scolaire, on a pu suivre leurs notes, on a pu suivre leurs absences, leurs punitions, leurs sanctions, on a pu également suivre jusqu'au brevet, leurs résultats au brevet. Et puis on a aussi fait des enquêtes individuelles tous les ans dans les collèges, où on allait dans les collèges avec des tablettes et des questionnaires sur les tablettes pour mesurer leur état d'esprit de développement, leur bien-être, la perception qu'ils avaient du déterminisme social, des choses qui évidemment étaient au cœur du programme et que les registres scolaires ne pouvaient pas nous donner. Et donc ce qu'on a observé, là je vous montre l'effet sur les notes seulement, donc les notes au global par rapport au groupe de contrôle qui est en jaune ici, les notes du groupe de traitement au global ont progressé de 7% d'un écart type. Alors 7% d'un écart type, c'est pas énorme comme effet. Pour un programme éducatif, c'est déjà pas mal, parce qu'en fait, quand on voit des méta-analyses sur les programmes éducatifs, on a en fait rarement des effets très gros. Ça, c'est une question d'ailleurs qui, pour les chercheurs, un peu philosophique. Pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à augmenter avec les dispositifs, même des dispositifs très ambitieux, les notes? En tout cas, ce qui est intéressant ici, c'est que justement ce dispositif n'est pas très ambitieux. Il a un effet qui est très important relativement à l'investissement que ça demande. 12 séances en 4 ans de 55 minutes, c'est pas grand-chose. Et pour autant, l'effet sur les notes est à peu près comme l'effet de dispositifs, de dispositifs beaucoup plus ambitieux. Par exemple, pour vous donner un point de comparaison, même si c'est à un âge très différent, le dédoublement des classes de CP est un dispositif qui a un impact entre 8% et 13% d'un écart type, donc juste un peu au-dessus de programme Énergie Jeune. Alors que dédoubler des CP, c'est évidemment recruter des enseignants, c'est un effort en termes de budgétaire et en termes de recrutement de profs beaucoup plus important que le programme Énergie Jeune. Donc on a un programme qui a un rendement, étant donné le coût de ce programme, qui est tout à fait intéressant. Et donc on se demande par là, est-ce que ces séances, ces 12 séances pour développer l'état d'esprit de développement, comment est-ce qu'on pourrait faire pour infuser davantage le système éducatif via les profs, via les parents, pour qu'en fait cet effet il soit potentiellement beaucoup plus important que les 7% d'un écart type que l'on obtient ici. Et ça, ce sera justement, j'y reviendrai quand je vous montrerai la fin de la présentation, les recommandations pour l'école. Si on regarde, et ça peut être aussi intéressant de voir les effets selon des sous-groupes,
On voit que les filles réagissent apparemment un peu plus que les garçons, même si les écarts entre ces deux effets, l'écart n'est pas forcément significatif. Elles ont un effet, une estimation un petit peu plus importante. Les non-boursiers, donc ceux qui, il y a 20% de boursiers et 80% de boursiers, ils réagissent également un petit peu plus. Là, c'est un petit peu plus significatif. Là, pas du tout entre les élèves selon leur niveau d'entrée en sixième, qu'ils soient bons ou mauvais élèves en sixième, ça ne change rien du tout à l'effet. Alors par contre, il y a vraiment une différence importante selon le niveau de discipline à l'arrivée en sixième qu'on mesure par les retards, les sanctions, les punitions. Les élèves qui avaient des comportements plus disciplinés à l'arrivée en sixième réagissent plus fort au programme et chez eux, l'effet il est vraiment fort. Alors que les élèves qui avaient au départ un niveau d'absence, de punition et de sanction plus fort, ils réagissent moins. Alors ça, c'est un peu le problème de ce programme parce que si on se rappelle de l'objectif, il fallait limiter le décrochage. Le décrochage, il va évidemment être plutôt chez ces élèves-là et c'est ceux-là qui réagissent moins. Alors que les élèves, alors c'est très bien pour ces élèves-là parce que ces élèves-là, ils sont déjà en éducation prioritaire et le fait d'avoir un programme de 12 heures qui leur augmente de 13% d'un écart type, leur note, c'est super pour ces élèves-là. Mais voilà, on n'a pas réussi à atteindre ces élèves plus difficiles qui ont des comportements indisciplinés à l'arrivée en sixième. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel il va falloir progresser. Comment atteindre ces élèves qui sont à risque de décrochage. En tout cas, le programme Énergie Jeune, au global, il a des effets, et il a des effets effectivement pour certains groupes d'élèves qui sont vraiment très importants. Donc ça, la conclusion, c'est qu'en développant l'état d'esprit de développement, et que ça, d'accord, on n'a absolument pas travaillé les maths, le français, rien du tout, on arrive à augmenter les résultats scolaires. Et pourquoi est-ce qu'on arrive à augmenter les résultats scolaires? En fait, quand on regarde un peu plus les mécanismes, on voit qu'on arrive à changer les perceptions des chances de réussite. Donc ça, c'est l'objectif du programme, c'est d'augmenter les perceptions des chances de réussite qu'ont les élèves. Donc c'est vraiment changer les perceptions, et c'est ça que le programme fait. Ça améliore les comportements en classe. Ça diminue en quatrième les retards, les absences et les sanctions, et c'est en troisième. Et c'est justement en troisième que ces retards, ces sanctions et ces absences, elles augmentent fortement. Donc c'est à cet âge-là que le programme arrive à les diminuer, donc ça c'est très très bien. Et donc ça c'est l'effet que je vous ai montré. Et puis on voit un effet également sur les aspirations pour faire des études. On voit un petit effet sur également donc, les ambitions scolaires à plus long terme. Donc l'état d'esprit de développement, il arrive à changer les perceptions, enfin les interventions arrivent à changer les perceptions, changer les comportements en classe et donc les résultats scolaires. Donc là on comprend pourquoi est-ce que, comment marche en fait cette intervention. Et si on compare le coût du programme, donc Énergie Jeune c'est 65 € par an et par élève, avec un effet de 7% d'écart type, avec d'autres programmes qui ont été évalués, donc le programme par exemple Internat d'excellence, qui est un programme qui marche très bien, mais qui est beaucoup, beaucoup plus coûteux. Le dédoublement de CP dont je vous parlais, qui est un programme évidemment aussi beaucoup, beaucoup plus coûteux, avec un effet qui est sensiblement le même si c'est un petit peu supérieur en maths. On voit le rendement important d'Énergie Jeune. Et puis si on compare avec d'autres programmes de réussite éducative qui ont été évalués, comme le programme Coup de pouce clé qui essaye après la classe pendant 1h30 tous les jours d'aider les élèves à apprendre à lire en CP, c'est un programme qui n'a pas montré d'effet. Pareil pour d'autres dispositifs, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais donc en fait, cette expérimentation, elle nous indique qu'il y a un levier dans l'état d'esprit de développement, il y a un levier à actionner chez les élèves qui nous semble tout à fait pertinent puisque on peut voir un effet d'actionner ce levier et c'est quelque chose qui peut être fait sans investir énormément, même s'il faudrait effectivement sûrement faire mieux que juste 12 séances par des gens extérieurs bénévoles. Il faudrait sûrement faire mieux, donc j'y reviendrai après, comment est-ce qu'on peut faire mieux. Alors je vais prendre un autre exemple pour montrer que agir sur les compétences sociales et comportementales a des effets sur les résultats scolaires. C'est un exemple tout à fait passionnant d'une expérimentation qui a démarré dans les années 80 et dont le suivi par les chercheurs s'est prolongé jusqu'à aujourd'hui.
C'est un programme qui s'appelle le programme longitudinal de Montréal et qui a été étudié par deux collègues, Yann Algan et Elisabeth Bisley. Il vise des garçons défavorisés avec des comportements disruptifs, des comportements d'impulsivité et d'indiscipline. Et elle durait 2 ans et elle visait vraiment à renforcer le contrôle de soi et renforcer les habiletés sociales, donc la qualité des interactions entre les pairs. C'était vraiment ces 2 compétences-là qui étaient travaillées dans le programme. Et les chercheurs ont pu voir des impacts très forts sur les compétences sociales et sur les trajectoires scolaires. Donc je vous montre, par exemple, sur les compétences sociales, vous voyez le groupe de contrôle. Oui, ce que je n'ai pas dit, c'est que l'intervention a été randomisée entre des enfants qui avaient tous ces comportements disruptifs. Certains sont rentrés dans le programme et d'autres non. Donc on a pu comparer, enfin les chercheurs ont pu comparer un groupe traitement et un groupe contrôle. Le groupe contrôle, il est en bleu, le groupe traitement, il est en rouge, et puis le groupe vert, c'est le groupe des élèves qui n'étaient pas éligibles parce qu'ils n'étaient pas problématiques en termes de comportement. Donc ce sont les élèves non éligibles au programme. Et ce que l'on voit, c'est ici par exemple pour ce qui est de l'impulsivité, on a le groupe bleu qui a un niveau d'impulsivité qui est ici, et le groupe rouge, on voit qu'il est shifté vers la droite, il y a une translation vers la droite, ce qui veut dire que les niveaux d'impulsivité, enfin de contrôle de l'impulsivité, ont monté, donc il y a une amélioration et qui rapproche les élèves presque au niveau, mais pas encore, du groupe normal, j'allais dire, c'est pas tout à fait politiquement correct, du groupe non éligible. On voit également, et là c'est à nouveau spectaculaire à quel point le groupe traitement s'est rapproché du groupe vert, le groupe non éligible, pour ce qui est de la confiance. Donc ce programme, il a permis d'augmenter la confiance entre les pairs, la confiance les uns envers les autres, par rapport à un groupe de contrôle où évidemment le niveau de confiance est nettement inférieur. Et puis on a sur les effets de long terme, les chercheurs ont vu des effets très importants sur la probabilité d'obtenir, de finir le lycée. Donc ici, le groupe vert non éligible, le groupe traité et le groupe contrôle. Vous voyez que le groupe traité, il a fait la moitié du chemin finalement entre le groupe contrôle et puis le groupe des enfants dont les comportements n'étaient pas problématiques. Donc il y a un très fort rattrapage, même s'il n'est pas complet, sur la probabilité de finir le lycée. On a également un rattrapage sur un autre indicateur qui est le fait d'avoir besoin d'être dans des programmes d'éducation spéciale. Le groupe bleu a beaucoup plus de probabilité, celui qui a été contrôle, d'avoir ce programme d'éducation spéciale, donc pour des élèves en difficulté, alors que ceux qui ont été traités, à terme, rejoignent complètement, n'ont pas une plus grande probabilité que ceux qui n'étaient pas traités d'être dans ce programme d'éducation spéciale. Alors, si on prend là je suis rentrée dans 2 études spécifiquement, si on prend un peu plus largement l'ensemble des études qui existent, il y a une synthèse de Education Endowment Foundation, qui est un organisme anglais qui essaye de synthétiser toutes les recherches en éducation pour essayer de tirer des leçons de politique publique. Et dans leurs recherches, ce qu'ils essayent de faire, c'est classer les programmes selon la taille de l'effet, donc selon l'impact qu'ils ont sur les élèves, sur leurs apprentissages, et le coût. Donc ici, dans l'axe des ordonnées, les programmes sont classés selon leur coût, et ici selon leur impact. Et par exemple, pour ce qui est de l'apprentissage coopératif, le fait d'apprendre aux élèves à apprendre ensemble, de manière coopérative, le coût est très très faible, parce qu'en fait, il faut former les enseignants à mettre en place de l'apprentissage coopératif en classe, mais en dehors de la formation des enseignants qui peut durer 1, 2, 3 jours, il n'y a pas d'autre coût. Et les effets, en moyenne, qui sont reportés dans cette littérature, sont tout à fait substantiels, avec ici sur l'axe un effet moyen de près de 40% d'un écart type. Donc toutes les études ne sont pas d'un niveau de qualité scientifique parfaite, donc il faut prendre avec un peu de précaution ces synthèses, parce qu'elles mélangent des études qui ont des très très bons niveaux de robustesse scientifique et d'autres moins, mais ça suggère que l'apprentissage coopératif, donc apprendre la coopération, c'est une façon d'augmenter les performances des élèves
sans que ce soit un coût très important pour les pouvoirs publics. Par contraste, par exemple, la réduction de la taille des classes, elle a un coût beaucoup plus élevé, c'est ce point-là, pour un impact plus faible. Alors, il y a d'autres programmes qui sont encore plus prometteurs, si tant est que, justement, il faudrait répliquer avec des études randomisées très bien faites. C'est les programmes qui essayent de développer la métacognition chez les élèves, donc la capacité à prendre un recul réflexif sur ce qu'on fait avant de le faire, pendant qu'on fait et après, d'avoir cette réflexivité par rapport à ce qu'on est en train de faire, ça c'est la métacognition. Et le feedback, c'est-à-dire la capacité des enseignants à faire des retours encourageants, constructifs aux élèves pour les aider à progresser. Si on forme les enseignants à faire ces retours encourageants, constructifs pour aider les élèves à progresser, c'est peut-être ça qui aurait, d'après cette revue de littérature, cette synthèse, l'impact le plus important. Donc là, on est dans un champ de recherche où on a ce sentiment que sur le plan scolaire, des apprentissages scolaires, il y a beaucoup d'investissements à faire en France, et ça passe forcément par la formation des enseignants, pour que les enseignants développent davantage la confiance en soi, l'état d'esprit de développement, la coopération entre élèves, avec des effets potentiellement importants pour les élèves. Et ça ne s'arrête pas à la scolarité. Donc, ce que je voulais aussi évoquer, parce que c'est tout à fait unique comme recherche, c'est l'effet des programmes à très long terme sur des indicateurs d'insertion professionnelle. Le programme dont j'ai parlé à Montréal sur le contrôle de soi et les habiletés sociales des élèves a montré des effets à très long terme, jusqu'à 37 ans, sur les revenus du travail, plus 20% de revenus du travail pour les enfants qui avaient reçu ce programme, une baisse du taux d'inactivité de 10 points de pourcentage, donc ce sont des effets très importants. Et ça ne s'arrête pas seulement aux effets professionnels, il y a aussi une baisse de la criminalité, une baisse du nombre d'arrestations de 33%, et puis une baisse du niveau de dépendance aux aides sociales. Donc là, on a tout un ensemble de bénéfices finalement de ce programme qui, à l'âge de 7, 8, 9 ans, a essayé d'aider les enfants à gagner en contrôle de soi, en autodiscipline, en baisser l'impulsivité, a eu tous ces effets sur la scolarité, mais aussi sur l'emploi, la criminalité, la dépendance aux aides sociales, ce qui amène les chercheurs à faire un calcul coût-bénéfice très intéressant. Quand ils comparent le coût du programme, ici en rose, à 7, 8 et 9 ans, avec tous les bénéfices retirés du programme à long terme, donc dans les bénéfices, il y a la zone bleue, la grosse zone, c'est les revenus du travail supplémentaires, les 20% de revenus du travail supplémentaires, mais aussi la réduction des aides sociales, qui est ce gain jaune-là, la réduction du redoublement, la réduction des programmes d'éducation spéciale, et puis la réduction de la criminalité, tous ces bénéfices-là sont très nettement supérieurs au coût. Et donc le calcul des auteurs amène à conclure que 1 euro investi dans le programme, ici, à 7, 8, 9 ans, a rapporté à la société et à l'individu, quand on met tous ces bénéfices ensemble, $11 à l'âge de 39 ans. Donc c'est des investissements qui peuvent être importants dans certains programmes, mais qui sont largement compensés à long terme par tous ces bénéfices éducatifs, professionnels et autres, comme on vient de le voir. Donc ça suggère qu'il faut, comment dire, il ne faut pas voir ces programmes comme des coûts, mais comme des investissements, en réalité, sociaux. Alors, je n'ai pas parlé de cet autre programme d'ailleurs, effectivement, du Perry Preschool Project, qui est un autre programme qui travaillait sur les interactions en groupe et l'autodiscipline, et on voit également des effets à très long terme. James Heckman et d'autres co-auteurs ont également pu montrer qu'à l'âge de 40 ans, il y avait des hausses de salaire très importantes, des études plus longues, et c'était un programme qui visait également des enfants qui avaient de plus gros problèmes d'autodiscipline et d'interaction sociale. Alors, pour conclure,
Donc la première conclusion qu'on peut faire, c'est les élèves français souffrent, d'ailleurs j'ai dit les élèves français, mais on le retrouve à l'âge adulte, tous ces déficits de compétences sociales et comportementales dans les études, dans les enquêtes PIAC, qui sont les enquêtes PISA pour les adultes, faites par l'OCDE également. Donc globalement, la société française est caractérisée par un déficit de compétences sociales et comportementales. Donc ça c'est la première leçon. La deuxième leçon, c'est que ces compétences, elles jouent un rôle important dans la réussite scolaire, dans l'insertion professionnelle et dans d'autres aspects de la vie des adultes, comme l'ont montré certaines études. En tout cas, pour la réussite scolaire, maintenant, on a une accumulation d'études assez conséquente pour le montrer. Et la bonne nouvelle, c'est que ces compétences ne sont pas fixes. Ce n'est pas un trait culturel définitif, les Français sont comme ça, etc. On l'a vu avec Énergie Jeune, et on le voit dans d'autres études qui cherchent à développer ces compétences sociales et comportementales. Ce sont des choses que l'on peut faire évoluer sans investir de manière délirante du tout. Donc en fait, le paradoxe, quelque part, c'est que on a ce fort déficit, mais en fait, c'est facile à faire évoluer. Énergie Jeune, c'est que 12 heures en 4 ans. Et pourtant, les élèves changent leur perception avec des effets concrets dans leur comportement et leur réussite. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Et ça veut dire qu'il est tout à fait possible d'essayer de rendre l'école plus performante en agissant sur 3 piliers dans l'école et de manière plus systématique que le programme dont je vous ai parlé, en investissant dans l'apprentissage coopératif, dans le développement de l'état d'esprit de développement, dans des méthodes d'évaluation. Les méthodes d'évaluation françaises sont des méthodes qui, par rapport à ce qui se fait dans d'autres pays, accentuent un état d'esprit fixiste, accentue un sentiment d'incompétence, parce que même si c'est des points rouges et pas des notes, ou même si c'est des petits smileys qui sont tristes, dès le CP, CE1, les enfants qui n'ont pas les points verts ou qui n'ont pas les petits bonhommes qui sourient, on leur renvoie assez tôt cette idée qu'ils ne sont pas forts. D'accord ? Donc, on a changé les notes en points rouges pour simplifier, mais en fait, on n'a pas vraiment changé l'effet que ça fait sur un élève, où l'élève, il a quand même ce sentiment d'échec. Et donc, on a à travailler nos modes d'évaluation. On a un mode d'évaluation qui renvoie trop souvent l'idée aux élèves qu'ils ne sont pas compétents, alors que dans d'autres pays, on pratique des modes d'évaluation très différents, où en fait on ne renvoie pas à l'élève ni un point rouge ni rien, on lui explique ce qu'il a bien fait, on lui explique ce qu'il a mal fait et on lui donne des conseils et on le fait retravailler ce qu'il a mal fait, mais sans lui coller un point rouge comme on a l'habitude de le faire. Donc il faut retravailler ces éléments-là et ça passe par la formation des enseignants, à la fois la formation initiale et continue. Donc ce qu'on est en train de développer actuellement avec des collègues dans la salle notamment, c'est un programme, une autre expérimentation pour essayer, on va dire, pour simplifier, de généraliser motivation, Énergie Jeune grâce à auprès des enseignants, pour que les enseignants soient eux-mêmes finalement comme s'ils étaient eux-mêmes des intervenants Énergie Jeune. Donc que les enseignants puissent véritablement eux-mêmes changer leur état d'esprit de développement. Alors pas seulement l'état d'esprit de développement, ça c'est le premier module de formation, mais on a aussi un module pour leur permettre de changer de mode d'évaluation des élèves et pour leur permettre d'utiliser l'apprentissage coopératif en classe. Donc on a vraiment ces 3 piliers dans la formation motivation. On est en train de former 750 enseignants dans plein d'académies avec des enseignants qui sont pour l'instant témoins, donc des enseignants qui pour l'instant ne sont pas formés et d'autres qui sont formés, de manière à ce qu'on puisse comparer les résultats de leurs élèves sur quelques années, pour voir si en formant les enseignants à développer les compétences sociales et comportementales, on peut on peut amplifier le gain en termes de compétences sociales et comportementales, mais aussi le gain en termes d'apprentissage scolaire
chez les élèves par rapport à ce qu'on a pu observer pour Énergie Jeune. Donc voilà le protocole qu'on est en train de développer. Il y aura 150 enseignants par groupe, un groupe qui suit les 3 modules de formation, c'est-à-dire état d'esprit développement, évaluation pour favoriser les progrès et apprentissage coopératif. Il y aura 150 enseignants qui vont faire que l'état d'esprit développement, 150 qui vont faire que l'évaluation en faveur des progrès et 150 qui vont faire que l'apprentissage coopératif. Parce qu'en fait, on veut voir ce que chaque module qui touche un aspect des compétences sociales et comportementales permet de changer. Et puis on veut voir avec le groupe A, on veut voir la complémentarité entre ces modules, voir s'ils sont substituts ou compléments l'un de l'autre. Et puis on a un groupe témoin, et ce groupe témoin recevra la formation plus tard, mais pour l'instant, pendant la phase expérimentale, il ne la reçoit pas, de manière à ce qu'on puisse, en comparant les élèves de ces différents enseignants, voir l'effet du programme. Donc on est en cours et on aura les résultats en 2025. Donc je reviendrai, j'espère, vous présenter ces résultats-là. Merci beaucoup pour votre attention.